que j'ai particulièrement apprécié dans votre livre, c'est que vous faites des propositions justement pour parvenir à la paix. Vous dites, vous parlez de différentes choses, de l'arbitrage, de la médiation, de la diplomatie. D'après vous, on va parler justement du conflit russo-ukrainien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour parvenir à une paix durable? Alors, d'abord, quand on ose employer le terme paix, ça veut dire que l'on a pour projet d'organiser la coexistence, la reconnaissance réciproque, l'altérité, ce qui n'a rien à voir avec la transaction. Encore une fois, vous ne transigez pas en matière de coexistence. Deuxièmement, vous admettez que la paix, ce que je dis dans mon livre, ne peut être que systémique, globale, c'est-à-dire ce n'est pas un arrangement technique qui va créer la paix, c'est tout le reformatage. Et d'autre part, vous évitez le vis-à-vis qui est toujours périlleux et portant à l'antagonisme. Si on a un problème tous les deux et qu'on ne le résout que tous les deux, le rapport, la relation sera incertaine. Donc, il faut une paix qui aille au-delà de la transaction individuelle, qui intègre le maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a inventé le multilatéralisme. Deuxièmement, il faut que ce soit une paix qui puisse déboucher sur les conditions d'une coexistence réelle, et pas ce stupide équilibre de puissance dont tant d'auteurs et d'acteurs ont parlé. C'est la raison pour laquelle je pense que le conflit russo-ukrainien ne peut avoir de solution que globalisée. Moi, j'appelle, et je suis le seul, et donc, comme je compte pas, tout ceci reste dans l'anecdote du professeur Tournesol que je suis, j'appelle à un Helsinki 2, c'est-à-dire une nouvelle conférence sur la sécurité européenne, dans laquelle vous auriez non pas deux acteurs qui se font face en se détestant et se méprisant, mais l'ensemble des acteurs européens et probablement au-delà. D'abord, les États-Unis voudront y mettre leur nez, je pense que de plus en plus, des pays qui pèsent dans le monde d'un poids considérable comme la Chine ou comme de grands émergents comme le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, etc., seront appelés d'une manière ou d'une autre aussi à y participer. Vous savez, il y avait autrefois cette formule « plus on est de fous, plus on rit ». Là, plus on est de gens sérieux, plus on est capable d'arriver à un résultat qui soit véritablement respectueux. Et il faut que dans cette conférence globale, c'est l'autre élément, personne n'en sorte humilié. C'est-à-dire personne n'ait le sentiment d'avoir perdu et donc de devoir demain ou après-demain prendre sa revanche. Si on définit les conditions d'une sécurité nouvelle en Europe, ce qui est nécessaire parce que Helsinki, c'était la guerre froide. Or, les conditions ont changé. Il était stupide, et ça c'est une erreur colossale de la diplomatie occidentale, de penser qu'on pouvait passer d'un monde à l'autre sans ne rien changer en maintenant par exemple l'OTAN. Dans une conférence sur la sécurité européenne, il doit y avoir une sécurité globale à l'Europe et non plus une solidarité antagonique. Cela passe notamment par la dissolution de toutes les organisations militaires. Ce qui suffirait peut-être à calmer le ressentiment russe et à rassurer ceux qui croient que l'OTAN est une machine à vouloir régler définitivement ses comptes à la Russie, ce qui ne serait pas juste non plus. Mais on pourrait argumenter donc dissoudre cet OTAN qui peut-être déjà mort de fait, pourrait-on encourager au contraire la Russie à attaquer les pays d'Europe de l'Est, voire au-delà? Pas du tout. Justement, un règlement global à l'échelle d'une sécurité commune européenne, c'est rendre impossible cet acte d'agression. Monsieur Poutine est quelqu'un qui, très cyniquement, a construit son pouvoir politique
en amplifiant le sentiment d'humiliation que les Russes ont pu ressentir au lendemain de la chute du mur, lorsque maladroitement le président américain Barack Obama avait parlé de la Russie comme d'une puissance régionale. Voilà. Donc il y a eu une sorte de frustration, d'humiliation en Russie, que M. Poutine a fait, c'est le seul acte politique réel de son existence, qu'attiser pour servir ses fins de pouvoir et de puissance. Vous savez, dans les situations de cette nature, il faut priver les dictateurs sanguinaires de leur clientèle. C'est-à-dire, le jour où miser sur l'humiliation russe n'est plus rentable, à ce moment-là, on peut entrer véritablement dans un monde de paix. Donc, effectivement, donner à la Russie des garanties évidentes de sécurité et d'intégration. Je me souviens François Mitterrand qui parlait de la Maison Europe. Ben, il faut faire naître cette Maison Europe. Et bien entendu, parce que nous ne sommes pas des naïfs, nous ne devons pas être des naïfs, prendre toutes les mesures nécessaires pour que la tentation, non plus de revanche, parce que ce ne serait pas une revanche, mais d'agression renouvelée, ne vienne pas à l'esprit des dirigeants ou des nouveaux dirigeants de la Russie. Et tout ce qu'il faut faire, ça veut dire, y compris penser au réarmement de l'Europe pour prévenir des guerres futures? Oui, vous savez, c'est en même temps vrai et trop simple. Bien sûr que le désarmement est une formule naïve, mais l'armement est aussi une formule naïve. Penser que l'on arrivera à la paix durable par le désarmement, c'est naïf. Penser qu'on arrivera à la paix durable en se réarmant, c'est naïf également. C'est-à-dire, on n'arrivera à la paix que si on tisse la paix. Et on n'a pas encore commencé à le faire. C'est ça le problème. On a loupé formidablement une occasion dans la dernière décennie du XXe siècle, les années 90, où le président des États-Unis, M. Clinton, sa secrétaire d'État, Madeleine Albright, n'avait pas du tout mesuré l'enjeu. À cette époque, la Russie était disponible à un véritable accord. Bon, et il faut tisser cet accord de paix. Sur cette base-là, évidemment, on ne va pas désarmer totalement. Ce serait suicidaire. Mais penser qu'il suffit de s'armer pour se prémunir et dissuader, ça c'est tout aussi naïf. En fait, les relations internationales, c'est une bataille entre naïfs. Les naïfs 1 et les naïfs 2, ou les naïfs A et les naïfs B. Le naïf A, c'est désarmement, désarmement. Le naïf B, c'est armement, armement. Non, c'est beaucoup plus compliqué. Vous savez, nous avons un très grand homme politique complètement oublié en France, qui est Léon Bourgeois, qui, voyant venir la mondialisation, vous expliquait qu'il fallait construire un monde de solidarité et que cette solidarité était la meilleure garantie de paix. Il y a du travail à faire. Plus récemment, Kofi Annan militait exactement dans la même direction. Mais tant que ce socle solidariste ne sera pas suffisamment épais, on va continuer à divaguer entre ceux qui disent cette formule totalement stupide, si vis pacem parabellum, et ceux qui, plus sympathiques, mais tout aussi naïfs, vous expliquent que, ben voilà, on désarme et à ce moment-là, on aura la paix. Tous ces gens-là sont des gens de la vieille école qui croient que la paix, c'est la non-guerre. Non, la paix, c'est quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus noble, tellement fort et tellement noble qu'elle éblouit le regard de bien des acteurs politiques qui, du coup, regardent dans d'autres directions. Alors justement, parlons du multilatéralisme de Kofi Annan, qui était le secrétaire général de l'ONU entre 1997 et 2006. Est-ce que ce n'est pas complètement anachronique de parler de multilatéralisme au moment où on entend M. Trump parler de « Make America Great Again », Poutine dire « Make Russia Great Again », casser les institutions internationales de l'ONU en passant par l'OMC? Est-ce que ce n'est pas complètement anachronique et complètement finalement utopique? Non, mais justement, le vrai multilatéralisme est là pour faire taire ces gens-là, notamment ces deux personnages qui sont l'un et l'autre éminemment toxiques. Alors, le grand problème,
et c'est peut-être le sens de votre question, c'est que nous croyons que nous avons un multilatéralisme à notre disposition pour faire taire ces voix dissonantes et dysfonctionnelles. Seulement, attachez votre ceinture, je vais vous dire quelque chose de pénible. Nous n'avons toujours pas de multilatéralisme. C'est ça. Où nous avons un multilatéralisme Canada Dry, si vous me permettez de faire de la publicité. C'est-à-dire des institutions qui se présentent comme multilatérales, qui se disent multilatérales, mais qui ne sont pas multilatérales. Donc là, vous avez en visée l'ONU qui n'est pas... Non, j'ai en visée le Conseil de sécurité. Ah d'accord, ok. Parce que le Conseil de sécurité, c'est pas l'ONU, c'est le noyau dur de l'ONU, c'est la seule instance des Nations Unies qui soit contraignante, c'est la raison pour laquelle il s'agit bien d'un noyau central, mais ce n'est pas du multilatéralisme. Le Conseil de sécurité, ce n'est pas du multilatéralisme, c'est un concert de puissance. Donc vous pensez là, alors presque au-delà, c'est réformer ce Conseil de sécurité dont on a hérité après la guerre. C'est un thème dont on parle en permanence, mais que personne n'a jamais réussi à faire avancer. Je ne me fais pas la moindre illusion, parce que le Conseil de sécurité est irréformable. Pourquoi est-il irréformable? C'est que si un jour vient une proposition sérieuse de réforme du Conseil de sécurité, il y aura immédiatement un veto qui sera opposé, et donc on repartira comme avant. On est dans un cercle vicieux dramatique. Alors, vous parliez, et je parlais de Kofi Annan, l'homme était exemplaire, parce qu'il en avait conscience. Je l'ai entendu directement dire qu'il n'avait plus aucune illusion dans le Conseil de sécurité, et il avait un plan. Et un plan qui a partiellement réussi, qui était de dire, puisque on ne peut rien attendre du Conseil de sécurité, qui n'est rien d'autre qu'un concert de puissance, une sorte d'oligarchie mondiale, eh bien, on va lui opposer un multilatéralisme social, s'appuyer sur les agences sociales des Nations Unies, qui, elles, font un travail formidable. Si vous prenez le PAM, le Programme alimentaire mondial, qui a eu le prix Nobel de la paix, au moment où le prix Nobel de la paix avait encore un sens, si vous prenez l'OMS, l'UNICEF, le Haut Commissariat aux réfugiés, le PNUD, auquel je faisais référence tout à l'heure, et on pourrait ainsi, ONU Femmes, etc., vous avez là tout un multilatéralisme qui est performant, qui obtient des résultats tout à fait remarquables. Pensez que l'OMS a éradiqué la variole en Afrique, que le PAM a sauvé de cette faim mortelle dont je parlais tout à l'heure des millions d'êtres humains. Et on sait maintenant, par des travaux très précis, que les nouveaux conflits internationaux, notamment ceux du Sud global, sont souvent le résultat direct ou indirect de ces insécurités humaines. Donc, en promouvant le multilatéralisme social, on promeut la paix, mais on ne règle pas l'essentiel. L'essentiel étant effectivement la solution des guerres, et là, le Conseil de sécurité a un zéro pointé. Alors, on va parler très concret avec le plan Witkoff, cet émissaire américain qui... russe, vous voulez dire. Witkoff, en fait, c'est l'ambassadeur de M. Poutine aux États-Unis. D'accord. Donc, cet envoyé américain, peut-être sous influence russe, voilà. qui donc a proposé un plan. Mais juste avant qu'on en parle, je voudrais simplement rappeler à notre public que cette chaîne est complètement indépendante et qu'on a besoin de vous comme abonnés. Et si vous avez bien sûr apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à poster des commentaires et à cliquer sur l'icône « Aimer ». Alors, on revient sur ce plan de paix. Est-ce que vous pensez que cette approche fonctionne ou bien ne va qu'attiser en fait justement l'humiliation dont vous parliez tout à l'heure? Vous savez, si cette approche fonctionnait, on le saurait déjà depuis longtemps. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que on va bientôt commémorer le triste 4e anniversaire de la guerre russo-ukrainienne, en février prochain, on n'est plus tellement loin, c'est dans 2 mois. Combien de tentatives transactionnelles ont été amorcées et n'ont pas abouti? Est-ce qu'un jour on finira par arriver à quelque chose? Je ne sais pas, je n'écris pas d'horoscope, mais ce que je voudrais dire, même si ça risque de décevoir et faire de la peine,
c'est que si on y arrive par cette méthode-là, ça sera une pause et la guerre reprendra d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, c'est exactement ce dont nous parlions tout à l'heure. Cette méthode transactionnelle, c'est la chronique, non pas de la paix, mais de la non-guerre. Est-ce que, je vous interromps, est-ce que la pause n'était pas préférable à la guerre? Mais la pause est toujours préférable. Quand on est sous les bombes, savoir que à partir de demain matin, on ne le sera plus, c'est bien entendu appréciable. Mais si c'est un moyen de prendre un nouvel élan pour repartir plus fort, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution qu'il faille rechercher. Ce que vous soupçonnez du côté de la Russie? C'est pas que je soupçonne, c'est mécanique, ce genre de choses. Et c'est pas seulement dans le conflit russo-ukrainien, c'est exactement la même chose dans le conflit israélo-palestinien, avec cette circonstance aggravante que les Palestiniens ne sont même pas un État, ne sont même pas reconnus. Monsieur Poutine aimerait bien que l'Ukraine ne soit plus reconnue comme État, mais pour l'instant c'est un État. La Palestine, elle n'a toujours pas ce statut d'État, en tous les cas, de manière claire et imposable à tous. Donc, c'est la mauvaise méthode. Et en ce qui concerne l'Ukraine, c'est triplement une mauvaise méthode. Au-delà de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire rester dans ce scénario de la guerre, non-guerre ou de l'entre-deux-guerres. C'est d'abord une mauvaise méthode parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans un temps de l'appropriation sociale des relations internationales. La voix des Ukrainiens compte. La voix de la population ukrainienne compte. Je ne veux pas être méprisant avec mes ancêtres, nos ancêtres, mais du temps des rois en France, quand la Franche-Comté passait de l'Empire au Royaume de France, les Francs-Comtois n'y voyaient pas grande différence. Aujourd'hui, c'est tout autre chose. Et on sait qu'il y a une formidable résistance sociale ukrainienne à l'idée d'un transfert de territoire. Et d'ailleurs, si la troisième armée du monde s'est ridiculisée au point de ne réussir qu'à contrôler au bout de 4 ans que 18% du territoire ukrainien, c'est en grande partie dû à cette résilience sociale. Tant qu'on ne saura pas intégrer le vœu profond de la population ukrainienne, eh bien on fera de l'artifice, et l'artifice, en matière de guerre et paix, c'est extrêmement dangereux. La deuxième raison, c'est que, imaginez qu'une vraie transaction territoriale se fasse, comme ce plan ridicule en 28 points que nous a servi Monsieur Trump dans une version mal traduite en anglais, une version russe mal traduite en anglais. Ce serait la première fois depuis 1945-46, disons, puisqu'il faut laisser de côté les résultats immédiats de la Seconde Guerre mondiale, ce serait la première fois qu'une cession territoriale aura été reconnue sur le plan juridique. Alors je laisse de côté la décolonisation qui est une autre histoire, mais regardez, avant la Seconde Guerre mondiale, ça se faisait tout le temps des cessions territoriales. Il y en a des centaines dans l'histoire des relations internationales. Depuis 1946, ça ne s'est plus fait, et les rares fois que ça s'est fait, ça n'a jamais été reconnu par le droit international. Regardez Chypre Nord, toujours pas reconnu, conquis par les Turcs en 1974. Regardez l'Abkhazie ou l'Ossétie du Sud, prise par la Russie à la Géorgie, et on pourrait ainsi continuer. Regardez même la création du Kosovo, qui n'est toujours pas reconnu en droit international comme État souverain. Donc, ce serait une véritable catastrophe. La troisième raison qui, moi, me ferait parler d'échec, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que la sécurité européenne est, je dirais, à ce moment-là, dans une situation plus dramatique qu'elle ne l'a jamais été, y compris pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, j'étais jeune lycéen, écolier, lycéen, puis étudiant pendant la guerre froide, mais je me souviens très très bien que personne n'imaginait une modification des frontières à l'intérieur de l'Europe. Alors, penser que ce qui n'était pas possible pendant la guerre froide deviendrait normal aujourd'hui, c'est à nouveau attentatoire et
terriblement déstabilisant. Donc, tout est possible. Vous savez, je dis toujours à mes étudiants que la cause première des faits internationaux est dans la tête des gens. Et moi, mon métier n'est pas de faire de l'analyse psychologique clinique de M. Poutine, de M. Zelensky ou de M. Trump, si du moins il y a quelque chose à regarder à l'intérieur de la tête de M. Trump. Bah, mais de toute manière, si un accord de cette nature venait à se profiler, eh bien, non seulement il serait menaçant, mais il serait terriblement fragile. Tout à l'heure, vous avez fait un plaidoyer en fait pour cette ou ces méthodes préventives qui permettraient d'éviter des conflits. Vous avez rappelé cet effondrement soviétique et les années Clinton avec Madeleine Albright à partir de 1993. Qu'est-ce qu'on a loupé exactement à ce moment-là avec la Russie? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Tout. Je veux dire, la présidence clintonienne, Dieu sait s'il y a eu de mauvaises présidences aux États-Unis. En ce moment, on est servi, je crois que de toute façon, on a atteint le paroxysme. Mais la médaille d'argent de l'échec, après avoir décerné médaille d'or à l'actuel président, la médaille d'argent de l'échec et de la catastrophe, c'est à M. Clinton que je la donnerai, parce que nous avions à ce moment-là une fenêtre d'opportunité qui n'a pas été utilisée. Je vous citais François Mitterrand qui parlait de la Maison Europe, mais je me souviens aussi des efforts du chancelier Kohl en Allemagne, mais également même de Gerhard Schröder, qui avait qui a commis beaucoup d'erreurs, mais enfin, qui avait un autre regard sur le monde et notamment sur la Russie. Alors peut-être qu'il a eu un regard justement trop concupissant à l'égard de la Russie, mais il y avait un très bref temps, et aussi du côté même je dirais de l'URSS finissante, vous savez, le très grand homme, ça a été Mikhaïl Gorbatchev, qui avait un véritable désir d'intégration européenne. Rappelez-vous, 2 décembre 1989, nous sommes à La Valette, il y a un sommet entre George H. Bush, président des États-Unis, et Mikhaïl Gorbatchev, encore président de l'URSS, pour 1 an et demi à peu près, enfin 1 an oui, enfin 2 ans même encore. Gorbatchev dit à Bush à ce moment-là, l'URSS n'est plus intéressée par la compétition avec l'Occident. Ce qui était une claque à Thomas Hobbes, remarquable. Il l'a ressenti jusque dans son tombeau. Et c'était très intéressant parce que vraiment Gorbatchev avait un dessein coopératif en Europe que personne n'a servi. Pourquoi? Parce qu'on avait la mentalité du vainqueur. Disons, on a écrasé l'empire du mal, on a écrasé l'URSS, et ben maintenant c'est l'unipolarité, c'est la domination occidentale, des imbéciles parlaient même de la fin de l'histoire, il fallait vraiment le faire, n'est-ce pas? On parlait de la fin des idéologies. C'était tentant cette fin de l'histoire, en tout cas, elle était séduisante cette théorie. Écoutez, quelqu'un qui a son certificat d'études sait que ça ne veut rien dire, la fin de l'histoire. Tout ça, c'est... Penser qu'on ait pu penser des choses comme ça nous montre à quel point on a été dans l'ivresse d'une victoire qui était réelle. C'est vrai que l'Occident a gagné la guerre froide, mais on était dans l'ivresse, c'est-à-dire on était peinté par les crus. Et au nom de quoi on disait n'importe quoi. Mais dire et faire n'importe quoi à un moment où des choses heureuses auraient pu être faites et n'ont pas été faites, c'est absolument criminel. On le paye en ce moment, on le paye dans notre incapacité de gérer cette folie transmise aux maîtres du Kremlin, on le paye à travers notre ignorance crasse d'un Sud global qu'on ne veut pas voir et qui est de plus en plus incontournable, on le paye à travers ces lubies issues de l'école de Chicago qui chantait avec la chorale de tout à l'heure de la fin de l'histoire, là-bas, et qui nous faisait miroiter un ordre mondialisé où la richesse d'un petit nombre ruissellerait sur tous les autres. Bref, on a également été asphyxié par cet ersatz de multilatéralisme, alors qu'il fallait prêter main forte à ceux dont Kofi Annan
qui aux Nations Unies, Boutros Ghali d'abord, puis Kofi Annan, prônait un multilatéralisme beaucoup plus structuré, on a tout raté. Ben, quand vous ratez tout, au bout d'un certain temps, la facture, elle est élevée. Ce que j'ai beaucoup aimé également dans votre livre, c'est d'une manière générale, il y a plein de choses qui sont pas seulement anachroniques, mais presque politiquement incorrectes. Et l'une d'elles, c'est ce passage assez original sur l'immigration que vous voyez d'une manière positive. Et en quoi cette immigration pourrait-elle servir une paix durable ? Ah mais d'abord, c'est une très vieille idée, vous savez, elle ne m'appartient pas, elle appartient à Immanuel Kant. À une époque où l'immigration ne faisait pas le numéro 1 du journal télévisé. Voilà. Immanuel Kant disait « il n'y a pas de paix qui ne soit hospitalière ». L'idée était très profonde, parce que ce qu'il y avait dans la tête de Kant, c'était cette idée que la paix, c'était une affaire de comportement social, et quand vous ne savez pas accueillir l'autre, comme je vous accueille dans mon bureau, n'est-ce pas, mais comme un voisin d'appartement qui prête secours à son voisin de palier, n'est-ce pas, eh bien, l'idée même de paix n'arrive pas à prendre corps.